Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle rubrique. Comme je vous l'avais indiqué lors de ma dernière vidéo, il y aura désormais des tests sur la chaîne. Et l'idée, c'est d'aller à l'essentiel, d'où le nom Hypertest, puisque effectivement je vais faire assez court. L'intérêt étant de vous dire ce que je pense du jeu sans y passer des heures. Pour cela, j'ai mis un système de notation qui ira de 0 à 100, avec 5 critères. Le premier, les graphismes, le second, la bande son, le troisième, le gameplay, le quatrième, le scénario, et enfin en cinquième, la durée de vie du jeu. Chaque critère sera noté sur 20, ce qui nous donnera à la fin un total sur 100 et qui correspondra à la note obtenue par le jeu. Et afin d'y voir plus clair, j'ai créé un tableau spécialement pour l'occasion les amis. Je vous présente le Logic Board. Bien, alors son fonctionnement est très simple. Un jeu qui prend une note entre 0 et 40, on sera sur un jeu Game Over avec une petite tête de mort. On est sur le Walking Dead, le jeu vraiment à ne pas acheter, absolument à éviter, et on est sur un code couleur rouge. Ensuite, un jeu qui obtiendra une note entre 41 et 60, code couleur violet, on sera sur un jeu mauvais qu'il faudra également éviter d'acheter. On passe ensuite au jeu moyen avec une note comprise entre 61 et 70, un code couleur blanc, le blanc étant souvent une couleur neutre. Ensuite nous avons le bon jeu qui a une note comprise entre 71 et 80 et un code couleur bleu. Après le bon jeu, le très bon jeu qui lui aura une note entre 81 et 90, code couleur vert. Et enfin, l'excellence parmi l'excellence, un jeu avec une note comprise entre 91 et 100 sera considéré comme un jeu excellent et se verra attribuer un Logic d'or. Bon alors les Logic d'or ils risquent de se faire rares clairement, mais c'est justement le but de cette notation. Je voulais quelque chose qui soit suffisamment précis pour bien différencier par exemple un très bon jeu d'un excellent jeu ou encore un bon jeu d'un très bon jeu. Enfin bref, j'ai trouvé ce système de notation plutôt cool et j'espère qu'il vous plaira. Bien, avant de vous dire ce que je pense d'Alone in the Dark, vous avez forcément remarqué la petite vignette. J'ai noté le score en gros 72 sur 100. On retrouve le code couleur en bleu, donc qui indique que c'est un bon jeu. J'ai préféré ce visuel plutôt qu'un gros titre aguicheur juste pour ramener des clics. Voilà, c'est pas du tout mon truc. Sinon, j'aurais pu faire Alone in the Dark, meilleur que Resident Evil, point d'interrogation, point d'exclamation, avec un petit chat. Mais on va rester sérieux. Moi, pas de tout ça. Ici, donc, vous avez la note en gros. Et puis, après, vous rentrez dans la vidéo. Et vous voyez exactement ce que je pense du jeu. Et ce que j'en pense, c'est parti. Et l'on commence avec les graphismes. Et autant vous le dire tout de suite, Alone in the Dark ne va pas vous faire tomber de votre chaise. Et oui, on est plutôt en présence d'un jeu génération PlayStation 4 que PlayStation 5. Donc, c'est clairement décevant. Surtout si, justement, on le compare à Resident Evil. Bah oui, parce que Resident Evil, quand même, les derniers sont juste magnifiques. C'est bien plus détaillé. Et même au niveau des effets de lumière, j'ai trouvé que c'était quand même vraiment pas terrible. Donc, pour les graphismes, 14 sur 20. On passe à la bande son où là le jeu s'en sort un petit peu mieux, on a une traduction française qui est plutôt de bonne facture. Eh oh, y a quelqu'un? Ça a l'air abandonné. C'est impossible. Il y a forcément quelqu'un. Restez là. Je vais passer par derrière. Bon, de manière générale, l'ambiance sonore fait plutôt le taf. Surtout si vous mettez le casque, vous aurez droit quand même à quelques sueurs froides. Néanmoins, on aurait aimé un peu plus d'intensité avec quelques musiques un peu plus angoissantes. Le bruitage des armes, quant à lui, est assez cohérent, même si là aussi, on aurait aimé un petit peu plus d'intensité. Au final, je note la bande son 15 sur 20. On arrive au gameplay et petit aparté avant d'en parler, sachez que je suis ici sur la version la plus aboutie. Elle a subi une mise à jour de 30 Go. C'est énorme, je vous laisse un peu imaginer tous les correctifs qu'elle a apportés, que ce soit au niveau du déplacement du personnage ou encore de la caméra. Et si je vous dis ça, c'est parce que le jeu a été pas mal critiqué à sa sortie à cause de nombreux bugs, ce que, en toute honnêteté, je n'ai pas vraiment rencontré. D'où l'intérêt aujourd'hui de ne pas forcément se précipiter à faire des tests sur les jeux qui viennent à peine de sortir, parce que aujourd'hui, on le sait, c'est monnaie courante, on a toujours des correctifs et des mises à jour qui viennent dans les semaines, voire les mois à venir. Bref, revenons au gameplay maintenant. Malgré cette mise à jour, je trouve quand même le gameplay encore quelque peu rigide. Les déplacements du personnage sont quand même assez lents, même si on a la possibilité d'esquiver en appuyant sur la touche rond. Bon voilà, celui-ci reste assez classique et la caméra reste encore un peu parfois un peu capricieuse. Donc pour ces raisons-là, je lui mets la note de 14 sur 20.
Et l'on passe au scénario. Emily Hartwood, que vous voyez ici, est à la recherche de son oncle. Elle décide donc d'engager Edward Canby, un détective privé, afin de le retrouver. L'histoire nous plonge donc dans ce manoir où il vous faudra résoudre à la manière d'un Resident Evil plusieurs énigmes, afin d'avancer et de percer les secrets du lieu. Si j'ai pris plaisir à suivre la première partie, j'ai trouvé la seconde moitié du jeu un peu moins intéressante. L'histoire s'essouffle un petit peu, on passe d'un monde à un monde surnaturel, et au final j'ai pas vraiment été captivé, donc je note le scénario 14 sur 20. Et nous arrivons à la durée de vie, celle-ci est plutôt correcte et s'inscrit dans la moyenne du genre. Vous aurez la possibilité de faire un New Game Plus en conservant toutes vos armes déjà acquises, et il y aura forcément un peu de rejouabilité puisqu'il vous faudra choisir entre les deux personnages, Emily Hartwood ou Edward Canby. Même si pour ma part, je n'ai pas vraiment éprouvé l'envie de refaire une nouvelle partie, je suis allé jusqu'à 50% des trophées et le platine est encore aujourd'hui ultra rare et obtenu par 2,3% des joueurs. Je mets donc la note de 15 sur 20 pour la durée de vie. Alone in the Dark obtient donc la note de 72 sur 100 et le place dans la catégorie bon jeu, la frontière avec le jeu moyen étant quand même très proche. Bien sûr, comme toujours, il s'agit là d'un avis subjectif, avec lequel vous ne serez peut-être pas d'accord, car qui dit test dit forcément clivage, donc je vais me faire des amis, mais aussi des ennemis. Mais bon, il n'y a pas de mal, il y en faut pour tous les goûts. Dans tous les cas, Alone in the Dark reste un survival horror intéressant à découvrir. Et pour terminer, je dirais que les jeux qui obtiennent des notes dans les deux derniers critères, à savoir le très bon et l'excellent, seront évidemment des jeux à privilégier ou à acheter Day One. Les jeux qui obtiennent une note plutôt moyenne ou bon seront plutôt des jeux qui seront à privilégier d'occasion. Et évidemment, les deux derniers critères, les game over et les mauvais, à ne surtout pas acheter les amis. Voilà, et d'ailleurs pour m'amuser, je ferai peut-être un test d'un jeu game over. Je vous dis bien sûr à très vite pour une nouvelle vidéo avec toujours des let's play, des unboxings et désormais des tests. En attendant, portez-vous bien.